J'appelle sans plus attendre le patron de l'ARCEP, Sébastien Soriano, donc à nous rejoindre ici sur ce MMA Forum Paris 2019. Bonjour Sébastien, merci d'être là. Ravi de vous retrouver. Merci donc d'avoir accepté de prendre la parole là, sur cette régulation pour les big tech. Je sais que ça vous tient à cœur. Vous avez récemment, ça avait fait un petit peu de buzz, récemment, oui, co-signé ce texte là qui appelait finalement à reprendre la main sur le devenir d'Internet. Donc c'est une mission selon vous là qui incombe à qui, aux politiques, aux législateurs ou aux régulateurs que vous êtes? Bonjour, je suis ravi d'être ici. Il est clair que c'est d'abord la responsabilité du politique de définir quelles sont les priorités, de garantir un certain nombre de libertés de choix pour les consommateurs et puis de liberté d'innovation pour les entrepreneurs. Donc c'est d'abord le politique qui doit être responsable dans cette affaire. Et le politique, ça veut dire les politiques nationaux, donc le gouvernement, le Parlement, et ça veut dire aussi à l'échelle européenne. On a une nouvelle commission qui vient d'arriver, un nouveau mandat confié au Parlement européen. Et donc, dans cette nouvelle configuration, il y aura des décisions à prendre. Le régulateur, lui, c'est un bras armé. C'est-à-dire qu'une fois que le politique a décidé quelque chose, il lui faut un surveillant général, d'une certaine manière, qui rende ça possible. On le connaît déjà aujourd'hui dans l'audiovisuel, il y a un gendarme, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Sur la vie privée, c'est la CNIL, bien connue ici. Dans les télécoms, c'est l'ARCEP. La CNIL qui sera avec nous juste après vous. Voilà, c'est pour ça que je le mentionne. Et de la même manière, s'il y a des nouvelles obligations à créer, non pas pour le numérique en général, moi ce que je propose c'est uniquement pour les grands acteurs dominants du numérique, et ça on y reviendra, eh bien c'est aux politiques de le décider, et puis ensuite il faudra quelqu'un pour le faire vivre. Bon, réguler Internet, donc c'est vaste programme, j'ai envie de dire. Est-ce que vous pouvez, en tout cas sur le sol français, répliquer ce que vous avez déjà bien fait, bien appliqué dans les telcos, à savoir donc dégroupage, dérégulation au sens large, portabilité aussi, portabilité comme on l'a fait sur le numéro, demain, est-ce que voilà, mes données Facebook, je peux les transférer à l'IB, au monde? Oui, peut-être avant d'aller directement sur la boîte à outils, c'est-à-dire concrètement comment ça va marcher, moi ce qui me paraît très important sur ces débats sur le numérique, c'est d'être bien clair sur la philosophie. Et sur ce point, je me situe, je n'irai pas jusqu'à dire en rupture, mais je revendique une certaine originalité par rapport à beaucoup de choses qu'on entend. Moi, je ne suis pas pour réguler Internet. Parce que je considère qu'Internet est un espace de liberté qui a été hyper successful dès lors que l'intelligence était à ses extrémités. C'est-à-dire l'intelligence, c'est les utilisateurs, c'est les citoyens, c'est les entrepreneurs, c'est la PME du coin qui peut lancer son site d'e-commerce, c'est le développeur, c'est les marques qui peuvent se lancer, qui peuvent se faire connaître. Le problème, et donc je dirais qu'Internet, comme c'est un réseau décentralisé dans lequel il n'y a pas de centre, dans lequel tout le monde peut innover sans autorisation, ce qu'on appelle permissionless innovation, ce schéma, il était très vertueux. Et le problème, il ne vient pas de cette décentralisation d'Internet qui est très bonne et qui autorégule d'une certaine manière Internet. Le problème, il vient du fait qu'il y a des grands acteurs qui se sont mis au milieu, qui sont à des carrefours, on va dire, d'Internet, et qui, eux, sont en train de prendre une puissance extrêmement importante et qui ont un pouvoir de vie ou de mort sur tout un tas de business models et qui, de plus en plus, vont intervenir, y compris dans la vie des gens, en accompagnant, le cas échéant, des processus de censure ou de surveillance, que ce soit à des fins privées ou par les gouvernements. Et partout, sur le e-commerce, sur la santé, sur absolument, tout. Absolument, de manière totalement tentaculaire. Pour le dire autrement, c'est-à-dire que Internet a été tellement génial, que ça a permis une telle explosion de la connaissance et des opportunités partout, que du coup il a fallu recréer un peu des carrefours pour s'orienter dans cette richesse aussi vaste. C'est très bien. Ces carrefours, elles ont créé énormément de richesses. Au tout début d'AdWords, par exemple, le service de Google, c'était un truc exceptionnel pour les petites marques. Je veux dire, avant, il fallait passer par la presse papier, il fallait avoir les moyens de se faire une annonce ou un spot de télévision, etc. Google AdWords, on peut se le dire quand même entre nous, a fantastiquement baissé les barrières à l'entrée en permettant à n'importe qui de faire de la publicité. Il y a eu des choses très positives qui ont été permises par l'arrivée de ces acteurs qui se sont mis là. Maintenant, on est arrivé à un moment où le pouvoir va trop loin et où quelque part, ces acteurs qui ont bousculé les incumbents, ils ont bousculé tous les acteurs en place, la presse, les médias,
On voit bien que Uber, il bouscule les taxis, que Airbnb bouscule les hôtels, etc. Tout ça, c'est plutôt bien, c'est de l'innovation. Mais aujourd'hui, en fait, ils sont eux-mêmes, ces grands acteurs, en train de devenir les incumbents qui empêchent l'innovation des nouveaux. Et on le voit aujourd'hui dans la tech, hein, y compris dans les grands acteurs, pas que les startups, mais les acteurs, les licornes européennes qui ont vraiment des ambitions, sont en train de nous dire, de manière assez unanime, écoutez, on a un problème, on a un plafond de verre qui nous est imposé par les big tech, par ces grands acteurs, qui nous contrôlent, qui nous verrouillent, qui menacent de nous remplacer. Et donc on a un vrai enjeu de permettre l'innovation de tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les big tech sont mauvais pour l'innovation. Je me permets de le dire parce que c'est pas évident. On se dit ouais, Google, ils sont super inventifs, ils ont des super bureaux avec des coussins de toutes les couleurs, voilà, c'est génial quoi. Bon, mais c'est-à-dire qu'ils aiment leur innovation, mais ils n'aiment pas trop que les autres innovent. Voilà, c'est ça le problème. Ou alors des fois ils peuvent racheter des startups ou des boîtes, ça reste l'innovation des autres. Donc aujourd'hui, ces entreprises, je ne veux pas faire de raccourcis, il y a beaucoup de choses encore qui sont inventées par ces gens, hein, mais la big picture, c'est que leur effet systémique, l'effet systémique de la domination de ces acteurs, a tendance à stériliser l'innovation. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est bien de renouer avec la force d'Internet, d'avoir une innovation, une intelligence décentralisée qui soit vraiment aux extrémités du réseau. Et pour ça, il ne faut pas réguler Internet, il faut réguler les nœuds qui se sont recréés dans Internet. C'est-à-dire qu'il faut mettre en face de cette gigantesque puissance qui s'est créée sur 5-10 grands acteurs d'Internet, je parle que de 5-10 grands acteurs d'Internet, pas plus, il faut leur mettre un régulateur sur le dos qui va les obliger à faire des choses, qui va les contrôler, qui va les obliger à ouvrir leur écosystème et qui va leur interdire de cannibaliser et de manger leurs concurrents. Bon, et du coup, alors ce sera l'objet de la table ronde après hein, sur le RGPD, mais quand vous voyez une CNIL qui tape sur 3 à 4 startups françaises, dans le marketing mobile, dans la géologue, etc., vous dites quoi, elle est dans son rôle ou au contraire, elle aussi, elle freine l'innovation? Alors moi, je voudrais adresser vraiment mon plein soutien à la CNIL. D'abord parce que c'est une institution très sérieuse, déjà par principe de solidarité entre régulateurs. On imagine mal le patron de l'ARCEP. Non, et puis je veux dire, ce sont des gens extrêmement sérieux avec lesquels on collabore de manière très très régulière. Donc voilà, premièrement, ce sont des gens sérieux, ce sont des gens qui font leur travail, qui appliquent des textes qui ont été décidés par le politique, et ils font leur travail de les appliquer, c'est quand même leur travail. Deuxièmement, c'est une institution qui s'est énormément ouverte sur le numérique ces dernières années. On ne peut pas dire aujourd'hui que la CNIL, ce soit une espèce de tour d'ivoire qui serait un espèce de juge aveugle ignorant de la réalité du numérique. Donc je pense qu'il faut avoir vraiment un regard distancié sur la CNIL. Aujourd'hui, la principale difficulté, c'est d'appliquer ce texte, le RGPD, qui est un texte qui vient d'une intention, je crois, que personne ne conteste, mais qui pose le problème que posent toutes les régulations horizontales. Hein. C'est-à-dire qu'on applique le même texte à Google et à la PME du coin. Et c'est la raison pour laquelle, moi, ce que je défends en termes de régulation et de réglementation, ce sont des régulations qui ne soient pas transverses. Moi, je dis stop aux régulations transverses. J'entends dire qu'on va réouvrir la directive e-commerce. Je dis c'est une mauvaise idée. Parce que le sujet n'est pas de changer la manière de réguler Internet. Il y a plein de régulations dans Internet qui existent déjà. Il y en a plein. Sur la sécurité, sur les contenus, sur la vie privée, sur ceci, sur cela. Elles existent déjà, les réglementations. Le problème nouveau qu'on a aujourd'hui, c'est pas Internet, encore une fois. C'est des gros acteurs. Et donc, ce qu'il faut mettre en place, c'est une régulation uniquement ciblée sur ces acteurs. Dans les télécoms, on appelle ça la régulation asymétrique. Dans les télécoms, vous me posiez la question au début, est-ce qu'on peut reproduire un peu la formule qui a fonctionné? Oui. Ce qui a marché dans les télécoms, c'est qu'on a créé des régulations qui s'appliquaient à France Télécom. On a obligé France Télécom à ouvrir son réseau. On a obligé, ensuite, quand il y a eu plusieurs acteurs sur le marché, vous vous souvenez, à un moment, c'était très cher de passer un coup de fil, je suis désolé, c'est de la préhistoire, c'était très cher de passer un coup de fil depuis un fixe vers un mobile. Ça coûtait genre plus d'1 € la minute. Parce que moins de 35 ans, ça leur parle pas. Là. Ouais, je suis désolé, ça coûtait vraiment très cher. Pourquoi? Parce que chaque opérateur mobile avait créé un péage sur son réseau en disant si vous appelez mes abonnés, vous devez payer un péage. Bon bah là on a dit c'est un nouveau monopole qui s'est créé puisque chacun est en monopole sur ses propres usagers d'une certaine manière. Bah, qu'est-ce qu'on a fait? On les a régulés et ce péage qu'ils demandaient, il a été divisé par je crois 50 ou peut-être même 100
pour arriver à des tarifs ridicules. Pareil sur le roaming international, quand vous alliez à l'étranger avant, pareil, vous passiez à la caisse, l'opérateur qui captait votre signal, c'est quasiment le hasard qui fait que ça capte le signal, boum, il touchait un tarif parce que juste vous étiez là, quoi. Bah, ce tarif, on l'a réglementé à l'échelle internationale et pareil, il a été divisé par 100. Donc l'idée, c'est vraiment uniquement de réguler là où ça pose problème, là où il y a un opérateur qui est trop fort, là où il y a un opérateur qui est en position de contrôle. Et donc 10-15 ans après la dérégulation des télécoms, vous diriez que Google, Apple sont aujourd'hui les nouveaux opérateurs historiques? Oui, je dirais que ce sont les nouveaux PTT. Ouais. Je crois qu'on peut le dire. Il ne faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur de cette comparaison parce que on a été beaucoup accusés, nous, à l'ARCEP, d'être les instruments d'une idéologie libérale. Il y a eu beaucoup de gens qui ont dit c'est la casse du service public, la concurrence. Ça a été dit, c'est quelque chose qui est souvent dit. Et de fait, c'est une préoccupation que nous devons toujours avoir à l'esprit. Mais moi, personnellement, je suis depuis 20 ans dans la régulation des télécoms. Je l'ai fait parce que ma conviction profonde, c'était qu'on était sur des sujets où c'était l'intelligence de la multitude, du marché, des entrepreneurs, qui allait amener de l'innovation et qui allait amener des offres intéressantes pour les utilisateurs. C'est Free qui invente la Freebox, etc. Enfin, on ne va pas refaire le match de tout ce qui s'est passé en 20 ans dans le secteur des télécoms. Et je ne l'ai pas fait par idéologie contre le service public. Et donc c'est un peu un moment de vérité aussi dans, je dirais, l'histoire de la pensée régulatoire. Si vraiment on a démantelé les monopoles des télécoms, pas parce qu'ils étaient publics, mais parce que c'était des monopoles, eh ben maintenant il faut le faire avec les GAFA. Et puis souvent c'est bon aussi pour l'opérateur historique. J'imagine qu'il y a 10-15 ans on devait vous détester chez France Télécom, mais aujourd'hui Orange est sûrement l'opérateur le plus solide. Donc bon, ça va pour eux, quoi. Disons que ça a accompagné une transformation. Voilà. Vous m'avez pas vraiment répondu quand même sur la CNIL. Alors, un peu de fiction, si vous aviez été en 2018 le patron de la CNIL, est-ce que vous auriez mis en demeure comme ça 4 startups? Non, je ne veux vraiment pas rentrer là-dedans. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je me fais accuser très souvent par des opérateurs de pointer du doigt. Quand on dit tel opérateur a une moins bonne qualité, tel opérateur couvre moins bien dans les zones rurales, je me prends des courriers absolument incendiaires des opérateurs qui me disent c'est scandaleux, vous outrepassez votre mandat, etc. La communication, ça fait partie du job d'un régulateur. Donc après, je ne vais pas commenter au cas d'espèce. Mais ça fait cher le cours de pédagogie là quand même pour les concernés. Je ne veux pas me prononcer sur un cas d'espèce. Okay. Voilà. Simplement, la communication fait partie de l'action d'un régulateur. Bon, les OS, les stores, évidemment on enfonce une porte ouverte, surtout pour un public aussi qualifié qu'aujourd'hui, mais c'est un duopole. Est-ce que ça vous pose problème vous aussi? Même si vous n'avez pas forcément encore les armes pour l'adresser, est-ce que... Alors c'est le problème que beaucoup de choses que je vous ai dit jusqu'à présent étaient à moitié la pensée de l'ARCEP, à moitié la pensée un peu plus personnelle de Sébastien Soriano. Là, on va rentrer dans de la pensée 100% ARCEP. On a fait un très gros travail à l'ARCEP, qui nous a demandé 1 an et demi, qui a été de regarder précisément qu'est-ce qui se passait dans les OS. Nous, à l'ARCEP, on est le gardien de ce qu'on appelle la neutralité du net, la neutralité des tuyaux. C'est-à-dire qu'on doit faire en sorte que, entre le consommateur et les fournisseurs de services et d'applications, l'opérateur télécom n'interfère pas. C'est-à-dire qu'il ne donne pas avantage par la qualité ou par les prix à certains contenus par rapport à d'autres, de manière à ce que ce soit l'utilisateur final qui soit le juge final, et que ce jugement ne soit pas biaisé par un intermédiaire. Donc nous, on passe nos journées, si vous voulez, à regarder dans la tuyauterie d'Internet, qui sont les réseaux, pour vérifier que tout est propre. Et en fait, votre réalité à vous, c'est quoi? Vous ne regardez pas Internet directement depuis la prise du mur. Vous regardez Internet par un terminal. Ça peut être un PC ou, plus souvent, majoritairement maintenant, un smartphone. Et donc, les smartphones, c'est quelque part les robinets d'Internet. Et donc, on s'est dit, c'est quand même bizarre d'être le plombier d'Internet sans s'intéresser au robinet. Donc, on a fait ce travail de regarder extrêmement concrètement sur les différents OS s'il y avait des biais, s'il y avait des restrictions qui étaient imposées aux utilisateurs finaux. Et le constat est absolument accablant. C'est-à-dire que les OS, effectivement, influent de manière extrêmement forte l'expérience des utilisateurs. Il y a des exemples qui sont évidents. Les App Store, c'est quand même un processus de filtrage. Alors, il peut être justifié, on va y revenir, mais c'est quand même un filtrage. Ce qu'on n'a jamais accepté d'Internet, vous savez, il y a eu d'énormes combats sur est-ce que le pouvoir politique a le droit de filtrer Internet, des énormes combats, y compris sur des sujets qui faisaient consensus, comme la pédopornographie, des énormes combats sur Adopi, vous vous souvenez.
Le principe, c'était que personne ne devait toucher à Internet. C'était ça quand même le principe de base. Aujourd'hui, on a complètement accepté qu'il y a quelqu'un qui filtre intégralement avec un pouvoir de vie ou de mort en disant oui, vous pouvez rentrer sur l'OS ou pas. Deuxième exemple, un peu symptomatique, même s'il n'est pas très important pour le consommateur, vous achetez un iPhone 1000 €, eh bien vous n'êtes pas chez vous. Il y a des applications que vous ne pouvez même pas supprimer. Et puis ensuite, il y a des exemples qui vont toucher potentiellement à des écosystèmes extrêmement larges. Je ne sais pas si vous avez vu les annonces du STIF sur le Pass Navigo. Magnifique, le Pass Navigo va maintenant pouvoir être sur le smartphone. Ah oui, alors attendez, il faut lire plus précisément. Alors c'est seulement Android, seulement telle version avec tels opérateurs. Et alors iPhone, ça marche seulement dans tel cas. Voilà. Ça vous énerve? Ah ouais, c'est dingue. Enfin, je veux dire, ça veut dire qu'il y a une maîtrise complètement unilatérale, souvent injustifiée, on va y revenir. Et donc, aujourd'hui, un smartphone, c'est comme une prison dorée, quoi. C'est-à-dire que c'est très confortable, c'est magnifique, c'est beau. Quand vous ouvrez la boîte, là, ça fait un joli bruit et tout ça. Tout ça, c'est magnifique. Mais en fait, vous n'êtes pas chez vous. Et plus, en fait, on va aller vers des équipements qui vont être intelligents, plus ils vont faire des choix à notre place. Et plus ils vont avoir de pouvoir, et plus ils vont restreindre notre expérience. C'est ce qu'on va voir avec les assistants vocaux. Quand vous allez être dans votre voiture avec le volant, vous allez dire, bon bah ok Alexa, mets-moi les infos, ok Alexa, on va faire les courses. Et puis à la fin, c'est Alexa qui va dire si on met France Info ou RMC, ou si on achète des yaourts chez Yoplait ou chez Danone. Bien sûr, on pourra paramétrer quelque part, mais voilà, nous on vient de faire une étude, le baromètre du numérique, qu'on a publié. 2/3 des personnes ne changent jamais de navigateur par rapport au navigateur par défaut qui est installé sur un smartphone. Ça vous donne juste un exemple du fait de l'influence des choix par défaut, qui est un sujet que vous connaissez évidemment. Donc nous, notre proposition sur les smartphones, c'est de dire quelque part, il faut étendre un peu ce concept de neutralité du net, des tuyaux au robinet. Alors on ne peut pas l'étendre exactement pareil, parce qu'on ne peut pas demander à un robinet d'être neutre. Parce qu'un OS, ce sont des algorithmes, c'est du logiciel, et donc le travail d'un logiciel, c'est de faire des choix, donc on ne peut pas être neutre. En revanche, ce qu'on peut copier, c'est ce concept de liberté de choix. C'est de dire, ça doit toujours être l'utilisateur final qui choisit ses contenus et ses applications. Et à ce moment-là, l'idée, c'est de renverser, c'est-à-dire que par défaut, tout doit être possible pour l'utilisateur, sauf exception légitime et proportionnée. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Une exception légitime, c'est la sécurité. Par exemple, c'est Apple qui vous dit, écoutez, moi, je protège les utilisateurs de l'iPhone, donc je veux filtrer l'App Store pour éviter qu'il y ait des virus. Là, on peut dire c'est légitime. Ensuite, il faut que ce soit proportionné. C'est-à-dire que s'il y a une application qui est effectivement rejetée, il faut qu'Apple soit capable d'expliquer à une autorité publique pourquoi, quel était le problème de sécurité. Donc je reviens sur mon exemple du NFC. Aujourd'hui, Apple verrouille le NFC. Notamment, il y a la société Paylib qui est disponible sur Android, mais qui n'est pas disponible sur iPhone, par exemple. Bon, on peut dire qu'il y a des questions de sécurité légitimes. Vous imaginez des gens qui développent un système pirate et qui ensuite vont se balader et à travers votre poche, ils vont vous prendre votre argent ou vos données sur vos téléphones. Donc, ok, le sujet de sécurité est légitime dans son principe. Mais maintenant, est-ce que la réponse proportionnée, c'est de refuser tout sauf Apple Pay? Non. Une réponse proportionnée, ce serait de dire, moi, Apple, je vais mettre en place un système d'accréditation qui va permettre de m'assurer que des gens sérieux seulement, qui ont passé tel ou tel protocole, qui ont été certifiés par telle ou telle boîte, ou subi tel processus d'audit, pourront accéder à mes API et pourront accéder au NFC. Donc en l'occurrence, il y a bien ce principe à la fois légitime et proportionné. Et pour ça, nous, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait une autorité qui soit en charge de ce contrôle. Restons une seconde sur la sécurité. Là, il nous reste 2-3 minutes, Sébastien Soriano. Huawei était avec 2 représentants juste avant vous, donc avant le lunch. Est-ce que, enfin, vous les situez comment, vous l'ARCEP, autorité française de régulation des telcos, c'est une victime de la guerre commerciale ou c'est un espion qui vient rabattre de la data, en Occident notamment, pour le Parti communiste chinois? J'ai la grande chance de ne pas prendre parti sur ce genre de sujet. C'est l'avantage d'être un arbitre neutre. Donc nous ne rentrons pas dans ce sujet. Je vais demander à Sébastien Soriano, alors pas au patron de l'ARCEP. Non, mais ce que je peux dire, c'est que le fait qu'il y ait un nouvel écosystème qui se mette en place, moi je trouve ça très intéressant, puisque ça peut un petit peu desserrer... Qu'il y ait un 3e store, voilà, face au duopole. Troisième écosystème. Après, est-ce que c'est un store?
Parce que ce qu'on pourrait rêver, c'est que ce troisième écosystème soit un écosystème un peu plus ouvert. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même une intégration quand même assez forte, enfin très très forte chez Apple, quand même assez forte chez Android. On pourrait imaginer aussi qu'il y ait un troisième écosystème qui se développe, qui soit un peu plus respectueux des standards, qui permette qu'il y ait plusieurs OS qui puissent, le cas échéant, utiliser le même store. Donc en soi, le fait qu'il y ait un troisième acteur qui vienne mettre de l'énergie dans le système, c'est plutôt pas mal. Maintenant, il faut voir comment c'est fait. Et puis, moi, je ne suis pas en charge de la sécurité ni de la vie privée, mais cette question, elle va ressurgir d'une autre manière. Parce que, bien évidemment, les OS accèdent à énormément de données. Vous êtes au courant, puisque souvent, vous voudriez que les OS partagent un peu plus les données avec les applications que vous pouvez développer. Et donc, si, du fait de préoccupations de sécurité, on a poussé un acteur à développer un OS qui va collecter encore plus de données en toute légalité, puisque au début, ils auront mis « est-ce que vous êtes d'accord ?» Donc il y aura eu un consentement. Voilà, je pose la question de savoir si c'était la meilleure manière d'arriver au résultat. En tout cas, le fait qu'il y ait un acteur qui mette de l'énergie dans le système, c'est plutôt positif. Un mot sur le droit voisin, la presse française, pour terminer, qui vient de porter plainte là, contre Google, donc auprès de l'autorité de la concurrence. Est-ce que vous estimez qu'elle a raison, cette presse française ? Je crois que moralement, il n'y a aucun débat. Je crois que tout le monde a été choqué par cette attitude. Maintenant, moi, ça me rappelle la grande distribution, quand vous aviez les négociations entre le camembert président et Carrefour. Camembert président qui voulait augmenter son prix, Carrefour qui disait non, etc. Bon. Là, ce qui se passe, c'est que la presse est faible et que, donc, il n'y a pas de belles marques comme le camembert président. Il y a plein de petites marques de camembert, mais enfin, aucune n'est tellement importante qu'elle fait peur à Carrefour, et puis il y a un seul Carrefour. Bon. Et donc la négociation est déséquilibrée, structurellement. C'est-à-dire que moi je pense personnellement que la presse a de la valeur pour Google, Search, et que dans un marché normal, qui serait régi par la loi de l'offre et de la demande, et dans un marché concurrentiel, Google devrait payer spontanément la presse, avec ou sans droit voisin. C'est ma lecture de la situation économique dans une chaîne de valeur qui est une chaîne de valeur gouvernée par l'économie de l'attention. Dans une économie de l'attention, eh bien, les contenus qui ont de la valeur, ils ont de la valeur pour celui qui monétise cette attention. Donc dans un monde normal, la presse devait payer. Maintenant, à cause de cette situation concurrentielle extrêmement déséquilibrée, on est comme la grande distribution face aux petits producteurs, et donc c'est évidemment Google qui dicte sa loi et qui en l'occurrence dit c'est zéro. Voilà. Mais pour moi, la solution, à moyen terme, elle viendra du fait que justement on recrée de la concurrence, on crée des alternatives et qu'on fait en sorte que potentiellement il y ait plusieurs Google. On sait qu'il y a Qwant, qui est un moteur qui est maintenant lancé depuis longtemps, qui est en train de rattraper son retard en qualité grâce à un effet d'apprentissage, ces fameux effets de réseau. Qwant commence à en bénéficier. Ça, pour nous, c'est une option structurelle de moyen terme très intéressante. Alors évidemment, on aimerait que ce ne soit pas 90% d'un côté et 5% de l'autre, mais plus les parts de marché vont se rééquilibrer, et plus on va avoir un Google qui se comportera normalement et qui répondra à la loi de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, le problème, c'est que c'est la loi du plus fort plutôt que la loi de l'offre et de la demande. Merci beaucoup, Sébastien Soriano avec nous, donc le président de l'ARCEP cet après-midi.